Bédard, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, représentante des infirmières, s'est dit inquiète encore des mesures sur le terrain pour protéger les employés de la santé. Alors ça, on va reparler à Mme Bédard au cours des prochains jours, voir comment, sur le terrain, ça percole les mots d'ordre d'en haut. Vous aviez dit tout à l'heure, parce qu'on veut peut-être en garder pour les hôpitaux désignés qui ont vraiment des cas de la COVID-19, mais c'est normal que les infirmières soient protégées, évidemment. Oui, et tout le personnel soignant doit être protégé. Il y a de l'inquiétude à ce moment dans le réseau de la santé. Le gouvernement est interpellé par certains syndicats, notamment la madame de la Fédération interprofessionnelle de la santé. On comprend que les médecins aussi interpellent le gouvernement pour que les urgentologues aient des masques et des équipements dans les urgences du Québec, dans des hôpitaux qui ne sont pas nécessairement désignés. Donc, il y a une préoccupation. Mais en même temps, il y a une espèce de rationnement de ces équipements-là, le temps que certaines entreprises canadiennes se mettent à en fabriquer dans cette espèce d'effort de guerre. Alors, les voilà, mesdames et messieurs, Dr Arruda, François Legault et la ministre de la Santé, Mme McCann. On laisse la parole au premier ministre. M. François Legault est aujourd'hui accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, et du directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. On entre aujourd'hui dans une nouvelle étape de cette bataille contre le coronavirus. On a toute raison de croire qu'il commence à y avoir de la transmission communautaire. Vous allez le voir, le nombre de cas s'accélère. Et c'est important de le préciser, pour mieux suivre en temps réel le nombre de cas, on a choisi d'inclure les cas qu'on appelle probables dans le total du nombre de personnes infectées. Donc, une augmentation aujourd'hui, mais il y a une partie de cette augmentation qui vient d'un changement de méthode pour mieux refléter plus rapidement la réalité, étant donné que ça change rapidement. Donc, bilan de la dernière journée, on a maintenant 628 cas de personnes infectées. C'est une augmentation de 409. On a 45 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 21. On a 20 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 7. Et on reste à 4 décès, donc aucune augmentation du côté des décès. On a 1900 personnes qui attendent les résultats de leurs tests et 11 200 qui ont reçu un résultat négatif. Bon. Peut-être un point, une précision sur le nombre de tests et le nombre de cas. Il faut être prudent quand on compare avec les autres provinces ou les autres pays pour différentes raisons. D'abord, au Québec, on a fait le choix jusqu'à maintenant de se concentrer à tester seulement les personnes qui avaient voyagé et avaient des symptômes. Il y a des provinces, des pays qui ont pris une autre approche. Nous, on pense qu'évidemment, ce sont les personnes qui, selon nous, étaient le plus à risque. Donc, ça explique certaines différences. L'autre chose aussi qui est importante, quand on compare, entre autres, avec d'autres provinces, c'est qu'on n'a pas la même date pour la semaine de relâche. On sait que durant la semaine de relâche, il y a beaucoup de personnes qui voyagent. Donc, il y a à peu près 2 semaines, on a eu beaucoup de retours de la semaine de relâche, plus ici au Québec qu'ailleurs. Donc, ça peut être une partie aussi de l'explication et il faut être prudent. Donc, quand on fait des comparaisons, il faut tenir compte de cette donnée. Bon, maintenant, je le disais, on entre dans une nouvelle étape, une étape qui est plus critique et c'est le temps d'ajouter des mesures pour limiter la contagion. Donc, aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels, jusqu'au 13 avril. Donc, on a une situation où, dans les faits, le Québec va être sur pause pendant 3 semaines. Donc, c'est important pour se donner toutes les chances de réduire la propagation du virus,
de prendre cette décision qui est difficile, mais qui, à mon avis, est nécessaire. Bon, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on demande à toutes les entreprises, tous les commerces, de fermer au plus tard demain soir à minuit, mais tous les commerces et toutes les entreprises qui sont capables de le faire dès aujourd'hui, je vous demande de le faire. Je peux comprendre que pour certaines entreprises, ça va être difficile de le faire avant demain soir minuit, mais le plus rapidement possible, au plus tard, donc à partir de minuit, demain soir, ça sera défendu pour ces commerces d'être ouverts. Maintenant, la liste des services essentiels. On va mettre une liste de services essentiels qui va être mise à jour régulièrement, mais déjà, on peut vous dire, évidemment, toutes les épiceries, les pharmacies, toute la chaîne alimentaire, incluant le transport de la nourriture, les pompiers, les policiers, bien sûr le réseau de la santé, tous ces services essentiels vont continuer d'être donnés. Puis d'ailleurs, j'en profite tout de suite pour dire merci à ces personnes qui vont nous permettre de continuer de fonctionner dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. On a besoin de vous autres. Maintenant, un mot sur les résidences de personnes âgées. Bon. On le sait, puis on l'a dit à plusieurs reprises, les personnes de 70 ans et plus, s'ils attrapent le virus, sont plus à risque de conséquences graves. Évidemment, quand on regarde les résidences où il y a plusieurs personnes âgées, bon, on a eu le cas, effectivement, de Lavaltrie, c'est important que le virus, il faut tout faire pour que le virus entre dans les résidences de personnes âgées. J'ai parlé hier soir avec des propriétaires de résidences de personnes âgées. On a un phénomène où, actuellement, la majorité des personnes dans ces résidences ne sortent plus, mais il y a une petite minorité qui continue de sortir puis qui inquiète toutes les personnes âgées de ces résidences-là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui d'ajouter une nouvelle consigne où on demande à toutes les personnes âgées dans les résidences de ne plus sortir, sauf exception, puis sauf avec supervision. Je sais que c'est une mesure qui est dure, mais c'est une mesure qui est nécessaire parce que la dernière chose qu'on veut au Québec, c'est que le virus entre dans des résidences de personnes âgées. C'est ça qui est le plus dangereux, qui pourrait avoir les résultats, malheureusement, les plus désastreux. Par contre, je veux qu'on se comprenne bien. Là. Les personnes âgées de 70 ans et plus sont pas plus à risque de propager le virus que les personnes plus jeunes. Donc, qu'on ait 15 ans, qu'on ait 40 ans, qu'on ait 85 ans, on peut propager le virus. Donc, j'entends certaines personnes dire « Moi, je suis pas à risque ». Écoutez, là, il ne faut pas regarder les autres, il faut tous se regarder, chacun nous autres. Il faut que chacun respecte les consignes, peu importe l'âge qu'on a. Donc, soyons clairs, là, à part les services essentiels, on met le Québec sur pause. Donc, ça veut dire que tous les Québécois qui ne sont pas dans les services essentiels, s'il vous plaît, vous restez à la maison. Évidemment, par contre, j'ai besoin des plus jeunes pour aller aider les plus vieux, pour aller aider les personnes handicapées, pour aller aider les organismes communautaires qui s'occupent de personnes plus vulnérables. Donc, c'est important de montrer beaucoup de solidarité. Vos voisins, vos familles, les organismes de votre quartier, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas de symptômes, ceux qui sont plus jeunes, allez offrir vos services pour aider, entre autres, à ce que nos personnes âgées reçoivent toute la nourriture qu'ils ont besoin sans être obligés de sortir. Puis, écoutez, au cours des prochaines semaines, ça va être important d'être solidaire, d'être courageux. Puis je sais que les Québécois, là, sont un peuple qui est capable d'être solidaire, capable d'être courageux. Donc, je vous demande, restez à la maison, sauf pour aller aider des personnes qui sont vulnérables.
ou sauf pour aller donner des services qui sont essentiels. Donc, je termine en répétant, plus vite on va limiter les contacts, plus vite on va limiter la contagion, plus on va sauver des vies, puis plus vite on va pouvoir revenir à une vie normale. Donc, je sais que les Québécois sont soudés, là, mais c'est important comme peuple qu'on collabore, que tout le monde collabore. Je demande à tous les Québécois de collaborer et j'ai besoin de vous autres. Puis je suis confiant qu'on va être capable, dans les prochaines semaines, de passer à travers cette situation qui est difficile. Merci. Alors, un mot en anglais. Oui, allez-y. I want to say a few words. J'aimerais vous dire quelques mots en anglais maintenant. Nous pouvons déjà constater aujourd'hui une augmentation importante dans le nombre de cas. Par conséquent, il est grand temps pour que chacun suive les instructions des autorités sanitaires. Il est grand temps pour le gouvernement d'agir de façon décisive. Il nous faut vraiment mettre toute la province en pause jusqu'à Pâques pour un redémarrage potentiel le 13 avril. Donc, à partir de minuit demain soir, chaque activité économique non essentielle doit arrêter. Ceux qui peuvent fermer leurs portes maintenant, s'il vous plaît, faites-le. Nous allons publier une liste de ce qui demeurera ouvert, mais je puis vous confirmer que cela va bien sûr inclure les épiceries, les pharmacies. Donc, c'est un temps d'unir plus que jamais. Alors, pour la période des questions, en vous limitant à une question, une sous-question, on va commencer avec Tommy Chouinard, La Presse. Monsieur le Premier ministre, d'abord, quelles sont les mesures qui vont être prises pour faire respecter la décision que vous prenez aujourd'hui de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, et allez-vous demander dans les circonstances au fédéral, donc, d'appliquer la loi sur les mesures d'urgence? Bon. Pour l'instant, je demeure avec la même approche qu'on a eue depuis le début, c'est-à-dire on doit se fier sur la bonne foi des Québécois. Donc, oui, on a toutes sortes de pouvoirs, puis même le fédéral pourrait donner toutes sortes de pouvoirs, puis demander toutes sortes de choses, entre autres aux policiers. Mais si on veut que ça marche, là, faut qu'on ait la collaboration, faut qu'on ait la bonne foi de tout le monde. Donc, c'est là-dessus qu'on se fie. Par exemple, quand je dis les entreprises, les commerces non essentiels doivent fermer à minuit demain soir, c'est pour donner la chance à ceux qui ont besoin d'un peu de temps. Mais si vous êtes capable de le faire cet après-midi, ce soir, faites-le immédiatement. Donc, il faut qu'il y ait le moins de contact physique possible. Ça, là, on ne pourra jamais vérifier ça avec des policiers, que ça se fait partout au Québec, là. Donc, il faut d'abord compter sur la bonne foi. Si c'est nécessaire, on a les pouvoirs pour contraindre, mais je ne souhaite pas utiliser ces pouvoirs-là autant que possible. Docteur Arruda, vous nous aviez indiqué au cours des derniers jours que, pour mesurer l'efficacité ou l'impact des mesures de confinement, il fallait attendre 10 jours. On est arrivé aux 10 jours. Sur la courbe de projection que vous avez faite, on en est où? Et faut-il s'inquiéter de cette augmentation aux soins intensifs en particulier? Écoutez, il faut comprendre que la situation biologique qu'on voit actuellement, c'est celle qu'on s'attendait comme telle. Et je le dis encore aussi, c'est pas le temps de lâcher. Puis je l'ai dit plusieurs fois pour que les Québécois comprennent. Je veux pas faire peur, mais c'est une question de vie ou de mort parce qu'on veut véritablement recoller. Là, seulement, ce qui se passe, c'est qu'avec l'augmentation des tests qu'on a faits, puis il y en a eu beaucoup au cours des derniers jours, on a augmenté le nombre de cas. On est en train de faire les analyses pour voir quelles catégories sont augmentées, etc. Mais déjà, on prend, si vous me permettez, des décisions très importantes actuellement par rapport à ce qui a été pris dans d'autres pays. Fait qu'on n'est pas techniquement en retard. Les courbes, il y a différents scénarios. Selon certains, on aurait atteint un certain scénario, mais on est en avance, ne serait-ce qu'en capacité hospitalière et autres actuellement. Par contre, il faut, puis je tiens à le dire, c'est pas parce qu'on prend ces mesures-là qu'il faut pas collaborer avec la santé publique. Les cas de santé publique, les éclosions spécifiques à des endroits où il y a eu des cas, des histoires de mariage, des histoires de résidence, on applique toutes les mesures, on lâche pas ce côté-là d'investigation qui est très importante. Puis
Puis là, on ajoute une mesure supplémentaire qui va forcer, à mon avis, la distanciation sociale. C'est pas le temps non plus de s'enfermer, faire des parties à la maison, parce qu'on n'est pas au travail, là. Puis on va regarder les prochains jours comment ça va se faire. On n'est pas inquiet de la situation. On vous l'avait dit, on allait faire test, c'est ce qu'on a fait. On a même eu peut-être on a privilégié l'action à la statistique, parce que c'est ça qui est important, c'est d'agir. Puis actuellement, on est en train de prendre des mesures, si vous me permettez, que certains pays ont pris, mais complètement à un autre stade que le nôtre. On n'est pas du tout débordé en termes de système de soins. On est en train même d'essayer de gagner du temps pour aller chercher même des fournitures. Je ne sais pas si vous comprenez, là, négocier des fournitures, s'il faut construire des choses au Québec, on va le faire. Mais je vous dirais là, qu'actuellement, là, toutes mes autorités de santé publique, mes principaux conseillers, quand on regarde les articles qui sont publiés partout, là, on est, si vous me permettez, on utilise ce qu'on appelle les meilleures pratiques qui ont été recommandées comme telles. Et ça prend du courage pour le faire, mais je pense que c'est une question... Ce qu'on espère, là, c'est quand on va se revoir dans 3-4 semaines, on va avoir dit... puis là, c'est ce que je veux dire, là, c'est que ce qu'on a dit avant, là, les travailleurs les voyageurs qui vont venir de l'extérieur, là, il faut vraiment qu'ils s'isolent pendant 14 jours. Il faut pas si on compare avec l'Ontario aussi, notre semaine de relâche était avant qu'on ferme les vols internationaux, et c'est ça qui fait qu'actuellement, nous, on vit la queue la semaine de relâche alors que les gens rentraient. Et si vous rentrez de voyage, ou si vous avez des symptômes, puis vous êtes allé en voyage, puis vous ne l'avez pas dit parce que vous aviez peur, de grâce, donnez la bonne information. C'est plus le temps de mentir, c'est plus le temps non plus de faire... Et c'est une question de vie ou de mort. Les consignes qu'on a mises en place, heureusement, les Québécois, c'est un peuple extraordinaire qui se tient. On est des gens civilisés. Les gens vont aussi, sans se faire de la délation, vont rappeler aux autres, fais attention, tu es revenu de voyage, comment ça se fait que tu n'es pas chez toi, tu es en train de te promener. C'est le genre de choses qu'on va faire ensemble, puis on contraindra quand ce sera nécessaire, mais si on contraint trop, on n'est pas capable d'avoir la collaboration. Moi, je préfère que les gens comprennent ce qu'on est en train de faire ici, comme tel. On est encore dans nos scénarios, on n'est pas... et on savait qu'un jour, on allait arriver à ça, compte tenu des nouvelles pratiques, puis ce que l'on lit dans la littérature par les plus grands conseillers. Merci. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, messieurs, dames. Est-ce que l'exclusion, en fait, la fermeture de tous les commerces, ça inclut l'industrie de la construction et les alumineries, par exemple? Parce que les alumineries ont une situation particulière, ne peuvent pas arriver comme ça puis fermer les machines. Là. Vous connaissez un peu le principe. Est-ce que ça touche ces deux industries-là? Oui, ça touche la construction, ça touche les alumineries. C'est une raison pour qu'on ait mis ça à minuit demain soir. Bon, on pourrait peut-être avoir des exceptions. On ne veut pas non plus créer des catastrophes, évidemment, mais ça inclut tous les produits qui sont fabriqués, qui ne sont pas essentiels. Une compagnie qui produirait des équipements médicaux, bien, on a besoin que ça reste ouvert. Mais une entreprise qui fabrique de l'aluminium, des autos, des avions, ça va être fermé. D'accord. L'autre question que je voulais vous poser, c'est par rapport à... Parce que le 1er juillet, là, ça en vient, puis il va y avoir des déménagements, et on sait comment ça fonctionne au Québec. Là, on est forcé de déménager au 1er juillet. Puis il y a des gens qui sont en recherche de logement, etc. Est-ce que ça va demeurer permis d'aller visiter des appartements? Parce que là, on parle vraiment d'amener des gens à l'intérieur des résidences d'autres personnes. Regardez, là, on veut mettre le Québec sur pause pendant 3 semaines, jusqu'au 13 avril. Donc, il y a quand même une période entre le 13 avril et le 1er juillet. On est très conscient que c'est un enjeu spécial, la question de déménagement. Et on a une équipe qui travaille là-dessus. Mais, évidemment, là, on va commencer par passer à travers les 3 prochaines semaines. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. J'aimerais être bien certain de comprendre la signification de la hausse du nombre de cas que vous nous annoncez aujourd'hui. Jusqu'à quel point est-ce que ça peut être le résultat de l'inefficacité des mesures prises jusqu'ici ou plutôt du fait qu'on détecte mieux les gens? Et dans la mesure où c'est difficile parfois peut-être de faire la part de l'un ou de l'autre, jusqu'à quel point est-ce que cet indicateur-là du nombre de cas qu'on suit de jour en jour nous donne véritablement un portrait juste de la situation? Jusqu'à quel point est-ce qu'il faut se fier à ça, là, puis suivre ça de jour en jour? Je vais laisser le docteur Arruda compléter, là, mais
Bon, évidemment que ça fait des jours que je me pose aussi cette question-là. Ce que je comprends, c'est qu'on a choisi, jusqu'à aujourd'hui, de se concentrer sur les personnes qui ont des symptômes et qui ont voyagé. Okay? Il y a d'autres endroits où ils ont fait toutes les personnes qui ont des symptômes. En se concentrant sur les personnes qui ont des symptômes et voyagé, la probabilité de trouver des cas était plus grande. Donc, il faut tenir compte de ça. L'autre chose dont il faut tenir compte, c'est notre semaine de relâche. Notre semaine de relâche est arrivée comme un mauvais moment, si on veut. On a beaucoup de gens qui sont allés dans le sud, qui sont allés en vacances à l'étranger, puis c'est à l'étranger qu'on avait un problème, qu'on avait un risque d'attraper le virus. Donc, c'était pas le cas, par exemple, en Ontario, c'était plus tard, donc ils ont été capables de sauver cette partie-là. Donc, il faut tenir compte de ça. Évidemment, c'est pas une science précise, tout ça, là. Puis je vais laisser le Dr. Arruda compléter. Bon, il faut comprendre que, premièrement, entre ce que les gens disent, ce qu'ils font comme test et le terrain, il peut y avoir une différence, même dans les autres provinces, en termes de protocole et d'application. Il y a des facteurs qui sont associés à notre situation épidémiologique particulière, notre situation aussi en lien avec les pays qui sont touchés. La Colombie-Britannique, c'était beaucoup la Chine, au départ, qui est rentrée. Nous, c'est autant Cuba, le Sud, que l'Italie, la France. On a des historiques, là, quand vous regardez la liste des pays, là, on est exposé à beaucoup. Il y a un mélange de tout ça là-dedans. Si vous me permettez, on a augmenté les tests. C'est clair qu'on a augmenté les tests. Et on s'attendait à voir ces chiffres-là monter de façon significative. Puis là, après ça, il faut les regarder par territoire. Prenons un exemple. On commence à avoir, je pense, de transmission communautaire. Mais on est dans la majorité encore des cas, à peu près 40-60 des cas, qui sont associés à une histoire de voyage. C'est-à-dire que le virus est rentré dans cette famille-là, puis est allé dans ce centre d'accueil-là, parce que quelqu'un est allé voyager puis a introduit le virus. Ça, c'est de la transmission. Ça, cette partie-là, là, à mesure qu'on ferme les voyages, à mesure que les gens qui reviennent de voyage vont s'isoler pendant 14 jours, ça va être moins important. On va devoir un shift dans le type d'introduction. C'est excessivement difficile, en un clip comme ça, de vous donner toute l'information précise, mais c'est un mélange à la fois du facteur d'exposition du Québec en lien avec le virus provenant de l'extérieur, à la fois, et ça c'était à cause de la semaine de relâche, à la fois avec le changement de stratégie de tests puis l'augmentation du nombre de tests. Ce n'est qu'après un certain temps qu'on va être en mesure d'avoir un chiffre stable. Parce qu'on pourrait avoir une augmentation comme ça, par exemple, de la courbe, puis là, restabiliser comme ça, parce que les 3-4 jours de retard est venu annuler l'effet d'inclinaison potentiellement, mais ça va se stabiliser. Je peux vous dire que des gens qui suivent des scénarios autres, etc., ou des experts épidémiologistes, nous disent qu'on est encore très optimiste par rapport à ce qui se passe au Québec. C'est pas moi qui le dis, je l'ai entendu par un épidémiologiste à la télévision de Radio-Canada tantôt. Fait que c'est pour ça que je vous dis, dans le fond, nous, on a fonctionné avec des scénarios faibles, modérés, élevés, puis on fonctionne toujours en disant ça va être pire que ce que c'est pour avoir de la marge de manœuvre puis gagner du temps. Il y a peut-être un autre phénomène aussi. Quand on détecte une personne qui est positive, on fait beaucoup de travail pour aller rencontrer toutes les autres personnes qui avaient été en contact avec cette personne-là, incluant utiliser son téléphone. Il y a des cas, là, c'est anecdotique, mais ça peut être important. Je vous donne un exemple, je ne vous dirai pas où. Un mariage, 350 personnes, la mariée et un des parents de la mariée étaient infectés. Donc, évidemment, là, ça veut dire qu'il y a 350 personnes qu'il faut aller tester puis qui ont peut-être plus de risques que la moyenne. Et on a fait beaucoup de travail là-dessus. Quand on trouve une personne infectée, on s'assure de poser beaucoup de questions sur qui elle a rencontré dans les jours précédents, puis d'aller tester ces personnes-là. Donc, est-ce que toutes les provinces font ça? C'est difficile là, de savoir jusqu'à quel point c'est fait. Monsieur le Premier ministre, vous allez vous entretenir un peu plus tard aujourd'hui avec Justin Trudeau et vos homologues des autres provinces. Monsieur Trudeau a indiqué ce matin vouloir sonder les premiers ministres des provinces sur la pertinence et l'opportunité de fermer les provinces interprovinciales. Quelle position vous comptez défendre auprès de Monsieur Trudeau et quelle représentation vous allez lui faire spécifiquement sur la question de la loi sur les mesures d'urgence? Vous souhaitez ou non qu'il l'applique parce qu'il veut aussi vous sonder là-dessus? OK. Bien, deux choses. D'abord, les déplacements, on l'a déjà dit, on veut avoir le moins de déplacements possible d'une région à l'autre à l'intérieur même du Québec. Donc, c'est certain que de commencer à avoir des gens qui viennent de d'autres provinces, c'est pas idéal,
Mais il y a une situation particulière à Gatineau, Ottawa. C'est qu'il y a une communauté qui est, dans le fond, la même communauté, puis il y a une partie des soins qui, dans certains cas, sont à Ottawa pour des gens de Gatineau. Donc, il faut être prudent. Bon, à 5h30, à la rencontre, j'ai demandé à l'équipe de 15-20 qui travaille sur notre comité et la priorité des priorités, c'est d'avoir les écouvillons, donc le matériel pour les tests. Là, on en a pour les quelques prochaines semaines, mais évidemment, ça va s'accélérer et donc, on a besoin d'Ottawa pour faire des efforts, entre autres, pour avoir le matériel de test. On est pas mal confortable avec les masques, les ventilateurs, mais les écouvillons, bon, il y a des méthodes qui sont testées actuellement. Est-ce qu'on pourrait utiliser juste une tige? Mais tout le monde, je pense, là, est préoccupé du nombre d'écouvillons à moyen terme, si je peux dire. Donc, ça va faire partie des demandes là, que je vais faire à M. Trudeau ce soir. André Martin, TVA. Bonjour à vous trois. À quoi vous attendez-vous de la part des médias, des services de nouvelles? Pouvez-vous nous confirmer que nous sommes un service essentiel? Absolument, absolument. Les médias sont un service essentiel. Les communications au sens large, là, téléphone, informatique, ce sont des services essentiels. C'est important de continuer à informer les gens, continuer de communiquer. Donc oui, il y a actuellement un petit groupe qui regarde spécialement comment on peut aider les médias à poursuivre le travail pour qu'on puisse continuer d'informer correctement la population. Non, allez-y. Si vous permettez un bon exemple, aujourd'hui, on vous annonce qu'il y a un guide d'auto-soin qui est sur le site du ministère. Alors, évidemment, on aimerait ça que les médias en fassent aussi de la promotion. C'est un guide d'auto-soin qui est très complet, qui explique qu'est-ce que c'est la COVID-19, qu'est-ce qu'il faut faire comme prévention, si on a des symptômes, la marche à suivre, toute l'information est là. Alors ça, c'est vraiment très important de le promouvoir auprès de la population. C'est sur le site actuellement. On va voir si on peut trouver des modalités pour les gens qui n'ont pas l'Internet. On se penche là-dessus. Et moi, je dirais aussi, je voudrais remercier parce qu'on est en train de vraiment réorganiser complètement le réseau de la santé et des services sociaux. Puis, vous savez, je fais des remerciements à chaque fois qu'il y a une conférence de presse. Bien là, je voudrais remercier les gestionnaires parce qu'ils travaillent très fort, je vous dirais. Et comme tout le monde, d'ailleurs, les travailleurs sociaux aussi, tout ce qui est psychosocial, on a tout un plan là, dont je pourrais vous parler pour rejoindre les gens dans une période qui cause davantage d'anxiété. Et également, le personnel qui est au téléphone, je vous donne comme exemple la Régie d'assurance maladie du Québec. Beaucoup de travail qui se fait là actuellement. Alors, moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le réseau est en train de se préparer et est très, très, très actif. On a libéré à ce moment-ci 6 000 lits. 6 000 lits, on vous l'avait annoncé il y a quelques jours seulement. Bien, ils sont libérés. Et là-dedans, il y a 570 lits de soins intensifs. On est en train de faire en sorte que tous les services possibles soient donnés par téléphone ou par téléconsultation, alors pour que les gens ne se déplacent pas. Et on a un ensemble de services aussi, je vous le disais, pour les gens qui ont de la détresse. Hein. Si on a un intervenant social, il va nous appeler. Si on n'en a pas, on est sur une liste d'attente, on va nous appeler également. Et si on a un problème, on peut appeler notre CLSC. Alors, tout ça, là, moi, je rends hommage aux gens qui sont en train de tout réorganiser pour répondre à la demande. Je veux renchérir sur ce que vient de dire Danielle. Elle vient de dire on a 6 000 lits de disponibles, mais en plus, on a des gens très ingénieux, inventifs, qui sont en train de nous permettre, si c'est nécessaire, de pouvoir utiliser, par exemple, l'Hôtel-Dieu, l'hôpital Notre-Dame, donc les hôpitaux qui étaient dans l'ancien CHUM, qui vont être aménagés pour pouvoir recevoir des gens. Donc, il y a des gens, là, qui en font pas mal plus que le travail qui est écrit dans leur description de tâches actuellement, puis entre autres des gestionnaires là, du réseau de la santé à qui, je veux dire, un énorme merci puis bravo. Si vous me permettez, vous avez posé la question
Moi, je fais de la médecine populationnelle. Rejoindre la population, c'est à travers mes merveilleux pigeons voyageurs que vous êtes. Je voudrais vous dire aussi que des éléments importants, on ne fait pas ce genre d'intervention-là pour le plaisir. C'est qu'on y croit. On croit que c'est la meilleure façon, la meilleure pratique. Si vous ne vous sentez pas à risque de la maladie, vous pouvez la transmettre à quelqu'un d'autre. Vous pouvez devenir, sans le savoir, le vecteur de la mort de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous isoler. N'oubliez pas encore de vous laver les mains. C'est pas parce qu'on met ces mesures-là qu'il faut diminuer dans l'hygiène. On ne sait jamais qui peut être la personne qui aurait contaminé la place. Maintenant, c'est plus seulement des voyageurs qui vont venir de l'extérieur. Si vous revenez de voyage, prenez votre 14 jours. Allez pas montrer vos photos ailleurs. Faites pas non plus des rassemblements à la maison comme tel. Les pâtés de famille, c'est inquiétant. On ne sait pas si quelqu'un peut l'avoir attrapé. Puis je trouve, dans le fond, là aussi, là, c'est que trouvons-nous des moyens pour vivre cette période-là dans la paix, dans un certain calme. Il y a de très belles initiatives, des artistes, etc., qui nous permettent d'écouter de la musique. Les gens font de l'humour parce que devant la crise, rire, ça peut faire du bien, mais respectez les consignes qu'on vous donne de distanciation, etc. Le succès de notre intervention, de nos mesures, va dépendre jusqu'à quel point la population québécoise va prendre la prescription. Une prescription, c'est 10 jours d'antibiotiques, puis on en prend juste 5, ça n'a pas le même effet, puis ça a des effets pervers. Donc, si on vous dit de rester à la maison, c'est qu'on vous dit de rester à la maison. Si on vous dit de ne pas passer d'une région à l'autre, de ne pas voyager entre Montréal et Québec si ce n'est pas essentiel, faites-le pas. C'est parce que chaque petit geste comme ça, accumulé ensemble, va faire qu'on va être capable d'arriver. Pour répondre à votre question tantôt, il n'y a pas une cause, c'est une multiple situation. Nous, les équipes de santé publique, vont travailler pour enquêter chacun des cas, chaque histoire de mariage. Puis quand on vous a dit pas de mariage, pas de funérailles, c'est pas parce qu'on trouve pas ça important, c'est que c'est des situations où des gens qui ne savent pas qu'ils sont malades ou qui sont malades peuvent contaminer. Et si vous êtes malade, de grâce, dites-le. Et si vous n'avez pas trop de symptômes, en restant à la maison, vous allez guérir de ça, mais allez pas contaminer quelqu'un d'autre. Merci de transmettre ce message-là. Au cours des prochains jours, vous aurez des moyens et des outils. Avez-vous une sous-question? Bien, en répondant à ma question, vous avez fait référence au lit des soins intensifs, donc je vais continuer de faire du chemin là-dessus. Si on regarde, là, présentement, il y a 45 personnes qui sont hospitalisées, 20 aux soins intensifs. Hier, le portrait ressemblait également à ça. Est-ce que ça veut donc dire qu'environ 50 % des gens qui sont hospitalisés vont passer à un moment ou à un autre par les soins intensifs? Pas nécessairement. Non. Le portrait, puis Dr Arruda va vouloir dire quelque chose sûrement là-dessus, le portrait change à tous les jours. Il ne faut pas se fier à ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas représentatif là, de ce qui pourrait se passer là, dans le futur. D'ailleurs, on avait des statistiques au départ que normalement, c'est 15 % des gens touchés qui vont être hospitalisés, mais on ne sait pas combien de gens sont touchés nécessairement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été testés puis qui sont probablement infectés actuellement. Puis on dit que c'est à peu près 5 % au niveau des soins intensifs. Alors, voyez-vous, ça ne concorde pas, et c'est normal, parce qu'on est au début de la situation. Alors, il ne faut pas faire cette déduction. Dr Arruda? J'ai rien à ajouter, vous l'avez très bien dit. Parfait. Donc, on va poursuivre avec une question par courriel de Jocelyne Richer de la presse canadienne. Est-ce qu'un confinement total, là, un peu comme on l'a fait en France, est exclu? Puis, est-ce que les Québécois là, doivent se faire à l'idée que c'est ce qui les attend dans les prochains jours, que ça pourrait être encore plus sévère que ce que vous annoncez aujourd'hui? C'est pas mal ça qu'on annonce aujourd'hui. Ce qu'on dit, c'est confinement, sauf pour les services essentiels. Donc, c'est pas mal ça. On est rendu là. Les services policiers là, risquent d'être débordés assez rapidement en raison là, de cette hausse des mesures de confinement. Est-ce que vous pourriez appeler éventuellement l'armée en renfort pour les seconder puis appliquer les directives? On n'est pas du tout rendu là. Parfait. Donc, on poursuit avec Olivier Bossé, Le Soleil. Des épiceries qui comptent ouvrir pour les 70 ans et plus certaines heures réservées, est-ce que c'est une bonne idée? Je vais vous dire, dans les faits, la question est toujours en lien avec est-ce qu'il y a de la distanciation sociale puis est-ce qu'on fait des regroupements. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est difficile, si c'est fait puis que les gens sont à la queue leu-leu, collés les uns sur les autres, puis qu'il n'y a pas de distanciation sociale dans l'épicerie, c'est pas une bonne idée. Mais si c'est fait adéquatement, et là, c'est là que ça devient difficile de répondre à toutes les questions, n'oubliez pas, là, il faut que les gens gardent 1 mètre de l'autre. Il ne faut pas que des gens malades non plus
en train d'incuber sortent. Je ne sais pas si vous comprenez qu'on a des petits symptômes là, qui se disent c'est rien, je vais y aller pareil. Là. C'est tout ça qui est dans une perspective. Mais je vais vous dire, bien honnêtement, de plus en plus, puis on va voir, il va falloir trouver des façons de déplacer les marchandises vers la personne que de la faire sortir. Particulièrement dans les résidences pour personnes âgées. Là. Dans le fond, on ne voudra pas que les gens aillent faire leur épicerie. Ils vont être gérés par des gens qui vont venir leur porter leur service pour justement, eux, n'aillent pas ailleurs l'attraper puis le réintroduire, parce que c'est ça l'autre affaire maintenant. Les gens vont avoir peur de leurs voisins, là. Comprenez-vous? Il ne faut juste pas tomber dans la paranoïa, dans la psychose collective, mais chaque situation doit être regardée. Et c'est ça aussi, si vous me permettez, que la pause va permettre de faire aux gens, de voir comment ils peuvent s'organiser. Parce que ça va vite. Ça va très vite. Et donc, ça peut être fait, mais ça peut aussi ne pas être bien fait. Et c'est ça qu'il faut être capable de voir. Puis s'il y a une alternative d'aller livrer, ou de plus de personnes vont aller livrer, parce que là, ils sont débordés, il manque de livreurs, des gens vont se mettre à aller aider, puis aller livrer à la maison, mais on vient de régler le problème. Vous dites la paranoïa, l'impact psychologique, entre autres, les cas qui triplent, c'est important, ça va être encore plus gros dans les prochains jours. Mais je pense que devant les cas qui augmentent, la réaction qu'on doit avoir, elle est normale, le fait d'avoir peur et de paniquer. Mais la meilleure réaction, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire. Puis là, qu'est-ce que je dois faire, c'est ce qu'on vous recommande. Parce que même si ça trippe à l'extérieur, puis ça rentrera pas par votre fenêtre, puis par le courant d'air. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est sûr que on savait qu'on aurait des cas, là. Regardez ce qui se passe dans le monde. C'était impossible que le Québec soit béni avec de l'eau bénite autour, puis que ça ne rentre pas à l'intérieur. C'est rentré. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est faire ce qu'on vous dit. Et ce n'est pas le temps de paniquer, mais on comprend les peurs des gens. Il faut supporter les gens qui ont des craintes. Les personnes âgées qui vont être à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur, il faut être capable. Moi, je ne suis pas en contact avec ma famille non plus à tous les jours. Là. On ne se voit pas. Là. On est pour se protéger les uns des autres. Ma conjointe est à Montréal. On ne se reverra plus parce que je ne veux pas qu'en voyage, il faut être cohérent avec ce qu'on dit. Mais en faisant ça, on fait quelque chose. Puis, plus on va le faire, moins ça va être long, plus la société va pouvoir reprendre son cours. Mais en même temps, il y a une mobilisation de la société. À titre d'exemple, les centres d'action bénévoles qui se mobilisent dans chacun des territoires du Québec pour justement les personnes âgées là, qui vont être plus isolées. Alors, il y a des exemples comme ça partout au Québec et ça prend de l'ampleur. Alors, il y a un phénomène qui est très important de solidarité parallèlement à une situation qui est difficile à passer. Alors, je pense qu'il faut retenir ça aussi. Marco Belair, Cyrino, Le Devoir. Donc, juste un dernier mot. Idéalement, c'est mieux que les personnes de 70 ans et plus n'aillent pas faire leur épicerie eux-mêmes. Très bien. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Malgré la fermeture des entreprises annoncée aujourd'hui, il y a encore des commis dans des épiceries, des pharmacies qui vont devoir demeurer au boulot. Qu'est-ce que votre gouvernement leur dit pour les rassurer? Ils ont peur de contracter la COVID-19. Ils vont poursuivre le travail jusqu'à aujourd'hui, à moins que vous nous annonciez le contraire. Ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans les services de garde. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gens-là? Bon. D'abord, prendre toutes les précautions que le docteur Arruda mentionne, c'est-à-dire garder 1 ou 2 mètres d'écart avec les personnes, les clients qui viennent les voir. Deuxièmement, se laver les mains régulièrement. Maintenant, pour ce qui est des services de garde, pour l'instant, ça ne s'applique pas à ces personnes-là, mais on ne l'exclut pas éventuellement. Ça fait partie des discussions qu'on a à l'interne là, de l'évaluation, parce qu'évidemment, si on ajoute des services de garde pour d'autres personnes, ça suppose d'avoir plus d'éducatrices qui pourraient, elles aussi, peut-être se dire, bon, est-ce que je suis à risque ou non, avec des enfants. Donc, encore une fois, la balance des inconvénients est en train d'examiner cette situation, cette demande, entre autres, même chose pour le transport en commun. Les entreprises qui n'apparaîtront pas sur la liste des services essentiels et qui s'appuient depuis le début de la pandémie, beaucoup, en grande partie, voire même en totalité, sur le télétravail, est-ce qu'elles vont pouvoir poursuivre leurs activités? Ça fait partie, effectivement, c'est la situation qui est idéale. Donc, c'est sûr que si on est capable de fonctionner par télétravail, c'est idéal, en autant que ça n'amène pas à l'endroit principal de l'entreprise l'obligation de garder des gens au travail si ce n'est pas une activité essentielle. Donc, il faut
pas juste qu'on puisse faire du télétravail, mais que ça n'amène pas. Je pense, entre autres, à toute la situation concernant les banques, les caisses. On a besoin de continuer, évidemment, à aller chercher de l'argent pour payer ces services. Il y a une partie du travail qui peut être fait par télétravail. Il y a une partie qui doit être faite au siège social de la banque ou de la caisse. Donc, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel? C'est pour ça qu'au fur et à mesure, on va apporter de plus en plus de précision sur, par exemple, quel télétravail on doit continuer de faire, puis quel télétravail on ne doit pas continuer de faire. Charles Cavalier, le Journal de Québec. Oui, bonjour, M. Legault. Je comprends qu'il va y avoir une liste qui va être publiée, là, mais évidemment, les Québécois qui regardent ça à la télévision se demandent tous, là, mais qu'est-ce qui va se passer avec mon travail? Juste pour bien comprendre, d'un, je sais qu'hier, vous avez dit que c'est important de garder, que les restaurants gardent des services de take-out parce qu'il faut nourrir la population. Est-ce qu'ils devront fermer? Puis dans le fond, qu'est-ce qui va arriver pour les gens? Ils n'auront plus de paye jusqu'en avril. Là. Donc, comment est-ce qu'ils vont s'assurer qu'ils vont avoir un revenu? Bien là, il y a des mesures pour la paye, il y a des mesures, entre autres le gouvernement fédéral, là, qui ouvre l'assurance-emploi aux travailleurs autonomes. Donc, c'est important, effectivement, que les gens soient capables d'avoir de l'argent. C'est important de nourrir la population. Donc, pour l'instant, les take-out, on pense que c'est une bonne idée de les garder, mais il faut avoir des personnes pour livrer. Il faut être capable de respecter toutes les consignes. Monsieur Arruda, je me fie à des chiffres des médias nationaux de ces pays-là. En Italie, à peu près 8,5 des cas de la COVID-19 qui sont chez des travailleurs de la santé. En Espagne, je pense que c'est presque 12 Est-ce que vous vous attendez à ces mêmes proportions au Québec? Bien, écoutez, ça serait possible si on aurait les mêmes expériences, mais ça va dépendre des mesures de protection qu'on va mettre, puis jusqu'à quel point les gens vont être méfiants par rapport à ça. Dans d'autres pays, ce qui est arrivé, les travailleurs de la santé ont été souvent infectés alors qu'on n'avait pas nécessairement reconnu autant des choses. Mais c'est toujours possible avec un bris de protection qu'un travailleur, mais on va tout faire pour que les gens qui soient supposés infectés soient emmenés à un endroit plus spécifique. Ça évite d'oublier, etc. Mais c'est une préoccupation très importante. Puis on va suivre de très, très près, si vous me permettez, quels sont les gens qui s'infectent, s'il y en a chez les travailleurs de la santé, dans quel contexte ils le font, autant les travailleurs de la santé que tous les travailleurs essentiels. Parce que c'est important, ça peut nous permettre de dire, bien, il y a un problème de compréhension ou d'application là, mais à date, là, notre objectif, vous comprendrez, nos anges gardiens, comme on les a appelés, puis les services essentiels, on va en avoir de besoin au maximum, donc on va tout faire pour les protéger. Et ça aussi, si vous me permettez, cette, entre guillemets, certaines pauses permet aussi à recanaliser certaines industries pour aller chercher encore plus de matériel, de masques, de gants, etc. Mais si vous me dites qu'il n'y aura aucun travailleur de la santé qui va faire l'infection, je pense que ça serait utopique. Par contre, heureusement, c'est pas des gens qui sont à haut risque comme tel le plus souvent. Mais ça, c'est de la futurologie. Mais tout est mis en œuvre pour protéger nos travailleurs. Monsieur le Premier ministre le dit tout à l'heure, les masques, on a ce qu'il faut à court terme, à moyen terme, on a ce qu'il faut au niveau des masques, les jaquettes, les visières, on a ce qu'il faut. Alors, tout est mis en œuvre, les protocoles sont là et on fait une vigie. Merci. Maintenant, pour les questions en anglais, Cathy Sonnet, CBC. Premier Legault, you're announcing today Monsieur Legault, vous annoncez aujourd'hui partial lockdown of un confinement partiel de la province, n'est-ce pas? On ressent beaucoup de tensions quand on se promène dans la rue ou dans le parc. Comment allez-vous inciter les Québécois et les Québécoises à suivre votre nouvelle consigne? Parce que l'anxiété explose. Comment convaincre les Québécois et les Québécoises que ça va aller mieux? Réponse. Nous mettons les chances de notre côté avec nos meilleures consignes. Donc, en faisant davantage que moins, cela aide chacune. Les gens doivent ressentir qu'on prend les bonnes décisions pour que nous puissions diminuer la transmission entre personnes. Parce que comme
Le docteur Arruda l'a dit, le virus n'arrive pas du ciel, il arrive de quelqu'un d'autre. Quand vous êtes à la maison, vous réduisez le risque à zéro. C'est important de le dire. Et les gens qui continuaient de travailler, ils doivent se sentir mieux maintenant en étant à la maison. Donc, ce qui sera important dans les jours à venir, c'est d'avoir le soutien de toutes les personnes qui travaillent dans les services essentiels, en pharmacie, dans les épiceries. Par exemple, il est important d'offrir ces services à la population. Il faut qu'on ait nos pompiers, nos policiers, nos policières. Voilà les gens qui pourront vivre du stress, mais les gens à la maison n'ont pas à stresser. Monsieur Arruda, maintenant vous incluez les cas présumés dans vos chiffres. Et donc on a dépassé le 600 nombre dans le nombre. Comment comprendre cela? Réponse, nous savions que nous allions passer d'ainsi. Je vous l'explique pourquoi. Vous vous rappelez quand on dépistait les cas au Québec et on envoyait les résultats au Winnipeg, au laboratoire national? Il nous fallait une confirmation de Winnipeg. La même chose est arrivée dans notre laboratoire provincial et les laboratoires régionaux. Il faut valider le test, car quand vous êtes dans un nouveau secteur, il faut valider les résultats. Imaginez une erreur, un problème, et 50% des cas reçoivent des faux positifs ou des faux négatifs. C'est pourquoi nous avons maintenu le tout et le personnel régional agisse, mais ce n'était pas nécessairement un bon test. Quand on a vu que tous les laboratoires arrivent à 100% de fiabilité, on a décidé donc d'inscrire ces résultats sur la liste. Et certains vont peut-être changer de liste, mais nous pensons que nos laboratoires régionaux ont un taux de fiabilité assez élevé pour confirmer des cas. Voilà, mesdames et messieurs, le message est clair. Je vous montre les données d'abord, ce qui justifie d'autres mesures exceptionnelles ou la paralysie à peu près totale demandée à toute l'économie.